prey. I escape from the latches of shadows, shadows chasing me down. I'm not gonna run, I am standing my ground. Wherever I go, fear does not follow. Even when the storm hits and hell is around. Doritos, prêt à oser? I've seen the darkest of the days, where the souls turn to ashes. It made me who I am today. I escaped from the latches of shadows, shadows chasing me down. I'm not gonna run, I am standing my ground. Wherever I go, fear does not follow. Even when the storm hits and hell is around. It's haunting me like I'm its prey. I escape from the latches of shadows, shadows chasing me down. I'm not gonna run, I'm standing my ground. Wherever I go, fear does not follow. Even when the storm hits and hell is around. Bonsoir à tous les auditeurs et bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône. J-2 pour l'OL avant la confrontation face au FC Metz. J-2 avant de savoir comment l'OL va se comporter face à ce promu. J-2 avant de suivre la première rencontre au Groupama Stadium, la maison de tous les supporters lyonnais. Après une victoire fondatrice face à Lens le week-end dernier, l'OL parviendra-t-il facilement à faire la passe de 2 ou est-ce que le FC Metz créera la surprise ? Pour le savoir, on observera les statistiques recueillies par Jojo. Alors, qui pour nous accompagner ce soir ? Eh bien, il y aura certainement Jojo, Greg et Damien qui seront avec nous. Je les accepte directement. Salut les gars. Yo la team. Yo Olive, yo Dame, yo Greg. Comment va les gars ? Oh. Il y aura peut-être Guigui parce qu'il vient de mettre présent. Il vient d'arriver également. Oh là là, on a la grosse équipe ce soir. Youhou. Ça va les gars ? Ça va ? Salut les gars. Ouais, ça va nickel.
Voilà, donc on commence cette quotidienne en remerciant bien entendu tous les auditeurs qui ont liké et partagé ce direct. Merci à tous. N'hésitez pas à le faire durant tout le temps de l'émission. À noter qu'il y a un match amical là, qui joue ce soir entre l'OL Lyon et London City Lyonnais. Une rencontre entre les deux clubs détenus par Michel Kang. Le coup d'envoi a été donné à 20h. Alors je ne connais pas le score exact. Dites-le nous en commentaire ou ceux qui suivent. Parmi les animateurs, n'hésitez pas à le rappeler également. Voilà, autour de l'actualité lyonnaise, bien entendu, on attaquera le match face au FC Metz tout à l'heure. Je vous propose également d'attaquer par le mercato. Et puis il y aura une petite surprise durant cette émission. Alors, tout le monde n'est pas au courant, je pense que même les animateurs ne sont pas forcément au courant. Il y aura une surprise pendant ce live. Ça va être assez original, je savais pas que c'était possible. Là, Jojo nous a concocté également autre chose et c'est une vraie surprise pour tous les auditeurs. Donc franchement, moi-même j'étais surpris. Franchement, c'est pas mal. Voilà, donc on va commencer autour de l'Olympique Lyonnais et notamment avec le débat est-ce qu'il faut vendre ou non Malik Fofana. On en a parlé, le dilemme qui a animé la fin de ce mercato. On sait que l'OL a encore besoin de vendre près de 40 millions d'euros, soit l'équivalent de la valeur de Malik Fofana. Paulo Fonseca voudrait logiquement le conserver au vu de la qualité de son joueur offensif et de l'apport. On sait qu'il a été décisif lors du match précédent face au RC Lens. Voilà, il a fait pas mal de mal à la défense adverse. Il a été décisif. Il a offert le but du match à Georges Mikotadze. Et Malik Fofana, aujourd'hui, il y a eu quelques infos mercato, notamment Damien, là, ces dernières 24 heures concernant Malik Fofana. Ouais, Greg pourra aussi le dire. Bayern voulait un prêt, je crois. C'est renseigné pour un prêt pour cette saison. Alors, je pense que ça a été vite refusé. Après, comme j'ai dit, si c'est un prêt payant et une option d'achat obligatoire, à la rigueur, pourquoi pas. Mais là, un prêt sec, c'est un peu bizarre. Ouais. T'as les mêmes informations, Greg ? Oui, je sais pas s'il y avait une option ou quelque chose comme ça, mais oui, c'est ce qu'on a vu. Le Bayern cherche du monde pour notamment remplacer Kingsley Coman qui est parti. Sauf que financièrement, c'est pas un club qui est non plus, on va dire, ils font attention à leur argent et ils sont pas prêts à mettre 40 millions sur Malik. Surtout, c'est un club qui aime bien avoir des joueurs entre guillemets plus confirmé, et Malik a que 20 ans, il a pratiquement pas de sélection avec la Belgique, donc c'est pour ça que le Bayern, voilà, ils ont d'autres pistes, notamment Nkunku, Voltemade, des joueurs comme ça, donc voilà, mais en tout cas oui, nous l'OL, en tout cas l'objectif c'est de le vendre ou le garder, mais surtout pas de prêt. Ouais. Voilà, de toute manière, Malik Fofana va susciter les convoitises jusqu'à la fin du mercato. Généralement, les joueurs aussi intéressants que lui, c'est également des opérations qui peuvent bouger en toute fin de saison. L'OL n'aura pas forcément de quoi lutter si une très grosse offre va se poser sur la table. On n'est pas non plus le Bayern Munich à l'heure actuelle. Donc on ne va pas pouvoir dire au dernier moment on va conserver le joueur pour 50 millions d'euros. Ce ne sera pas forcément le cas, même si on n'a pas forcément un remplaçant. Je pense que la stratégie de l'Olympique Lyonnais, elle est simple. De toute manière, il faut à la fois allier le sportif, à la fois régulariser au mieux les comptes de l'OL année par année, parce que c'est quelque chose qui va se faire par morceaux et que ça va être très compliqué et très long. Là, ce soir, je profite également de la présence de Guigui pour lui demander quelle est la meilleure solution pour l'Olympique Lyonnais par rapport aux convoitises sur Malik Fofana. Que doit faire la direction lyonnaise ? Alors la meilleure, je sais pas. L'idéal, mais effectivement, qui n'arriverait pas, ce serait que quelqu'un nous l'achète et je sais pas, nous le prête encore pour les 6 premiers mois de la saison. Bon, ça n'arrivera pas. Après, le vendre le plus cher possible, à condition qu'on ait un ailier gauche, on va dire, et peut-être un ailier droit dans les cartons. Mais plus on va le vendre tard, plus les clubs à qui on voudra acheter des mecs auront le même problème que nous, c'est-à-dire les remplacer. Et potentiellement, on peut se retrouver à vendre Malik, je sais pas, 35, 40, 45 le 31 août et pas pouvoir le remplacer derrière, malheureusement, quoi. Donc, on a fait ce qu'on a pu en vendant les joueurs avec des gros salaires. Là, on arrive aux joueurs qu'on veut pas vendre, mais qu'on risque de devoir vendre. Donc, c'est éventuellement trouver des plans B que tu peux activer si jamais tu as une offre
très importantes qui arrivent, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça parle de prise de contact, mais à part l'offre de, je sais plus si c'était Everton ou, ouais, peut-être Everton à l'époque, j'ai pas l'impression qu'il y a eu une offre officielle qui a déjà été faite et le mercato avance et la date de fin approche, donc j'ai un peu peur qu'on se le fasse piquer dans les dernières heures. Autre option, est-ce qu'on est obligé de le vendre dans cette année civile ou est-ce qu'on peut le vendre au prochain mercato d'été? Sur l'indice de confiance, on va demander le ressenti de supporter de Jojo. Là, quel est ton ressenti? Est-ce que ton instinct te dit quoi là sur cette situation? Et quel va être l'avenir de Malik Fofana selon toi? Je sais que tu espères quelque chose. Moi, je suis le premier à vouloir que Malik Fofana reste. Parce que comme je l'ai dit, c'est que derrière, quand même, sportivement, on a l'Europa League. Pour moi, si Malik Fofana part, Lyon perd énormément de profondeur en attaque. Donc j'espère que si Malik Fofana part, il sera très bien remplacé. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, comme dit Guigui, moi je suis Guigui. Je suis Guigui parce que si Malik Fofana reste encore une saison, qui nous fait une superbe saison, ça va pas être 40 millions qu'on va le vendre, ça va être peut-être dans les 90 millions, voire les 100 millions. Donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça aussi à penser. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on sait que Lyon a besoin des finances, on sait que Lyon a besoin de retrouver des comptes au vert. Et là, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et le seul joueur qui pourrait faire que Lyon retrouve les finances au vert, c'est la vente de Malik Fofana. Maintenant, à voir, à faire à suivre jusqu'à la fin de mercato. Ouais. Voilà, donc de toute manière, on a suffisamment débattu sur lui ces derniers jours. Une autre information mercato, c'est concernant l'accord oral qui avait été passé avec Manchester City. Est-ce que finalement il va se passer quelque chose ou pas? On ne sait pas. En tout cas, Hugo Guimet, c'était non, c'était pas Hugo Guimet, hein, c'était un tweet qui était pas. En tout cas, moi, j'ai pas retrouvé le tweet d'Hugo Guimet concernant ce que j'ai pu voir dans le groupe qui a été partagé. Je crois que c'était sur PTR+. Ah, mais c'est un fake, hein, parce que voilà. fait, J'ai failli me faire avoir, les gars. Hein. J'ai failli me faire avoir. Il y en a un qui a partagé ça sur le groupe, là, encore. Et c'est qui a partagé ça? Ah, je sais pas, c'est un... J'espère que... Ouais. Bon. Non, c'est pas J'ai pas quand moi. même une info par rapport à Manchester City, du coup. Par rapport à ça, c'est concernant Issa Kaboré. Apparemment, il sera aussi sur les papiers de l'Olympique Lyonnais. Il est courtisé par Southampton et Hambourg. On le sait qu'il a évolué du côté de l'Olympique de Marseille en prêt. Et c'est là les informations du journaliste Ben Jacobs qui rappelle cette information notamment. Donc voilà, c'est un latéral droit qui a déjà évolué du côté de Troyes, Malines, Marseille, je vous l'ai dit, Luton Town, Benfica Lisbonne, Werder Brême. Le joueur a 24 ans et est international du Burkina Faso depuis 2019. Il a pas mal d'expérience en Ligue 1. Allez, 53 matchs de Ligue 1, 3 et Marseille. Et voilà, quelques jours de la fin du mercato, l'OL a encore besoin de vendre. Et sur le poste là, soit Saïl Koumbedi ou Ensley Maitland-Niles peuvent être des candidats susceptibles à un départ. Donc pourquoi Issa Kaboré a été ciblé par l'Olympique Lyonnais? Déjà, moi, c'est un joueur que j'avais suivi il y a pas mal de temps. Je trouvais qu'il avait des qualités intéressantes de percussion, de puissance. Je trouvais qu'il était intéressant. Maintenant, c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu. Est-ce que, Damien, tu as entendu parler de cette piste-là? Ouais, j'ai entendu parler, bien sûr. Maintenant, si c'est un prêt de ce joueur via Manchester City, autant pas le faire parce que c'est une arnaque du football. Hein. Moi, je suis clair et net. Le mec, il a enchaîné 4-5 clubs. Il a jamais été acheté derrière par le club. C'est que ça vaut pas une cacahuète. Donc voilà. Ok. Jojo, voilà, on parle d'un accord oral hein, pour un prêt. Ça ne vaut pas grand-chose tant que c'est pas rédigé sur papier. C'est notamment le deal qui avait été passé par John Textor. Est-ce que selon toi, là on voit que ça dure, on se rapproche de la fin du mercato, est-ce que selon toi c'était pas des foutaises? Comme on l'a dit, contractuellement c'était pas signé. C'était pas signé, donc Manchester City, rien n'oblige à Manchester City de nous prêter un joueur à l'Olympique Lyonnais. Maintenant la formation sur Issa Kaboré. Ouais, Issa Kaboré, je suis dubitatif quand même. Comme dit Dame, ouais, c'est pas un joueur qui reste régulier.
s'il serait régulé, les clubs feraient une offre pour pouvoir bénéficier dans le club et tout. Mais là, après, à voir. Peut-être si ça se fait, bah, on verra. On l'accueillera à Lyon, voilà, comme il se doit. Puis, comme je dis, hein, d'un club à un autre, un joueur que son mental, il peut carrément changer et puis se donner à fond. Donc, à voir. Il peut nous faire mentir. Mais là, pour l'instant, il est toujours à Manchester City. Greg, est-ce que pour toi, ton choix, il serait facile si tu devais choisir entre vendre Ainsley Maitland-Nice ou Koumbedi? Bah non, il serait pas facile. Personnellement, je garderais Maitland-Nice et je vendrais Koumbedi. Et puis j'irais chercher un autre latéral droit, soit en prêt, soit en achat, ou voilà. Par contre, je prendrais pas Caboret. Parce que pour moi, je pense que c'est aussi une anomalie du football. Et moi, j'ai bien peur que ça fasse une Youssouf Koné. En plus, c'est un ancien joueur de 3. Voilà. Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je veux bien qu'on prenne un joueur de Manchester City en prêt, mais qui nous donne pas n'importe quoi. Voilà. Sinon, mieux vaut rien prendre, tu vois. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Donc là, franchement, moi, j'ai un coach joueur. Hein. C'est un jeune joueur, voilà, mais il a bourlingué, il n'y arrive pas. Voilà, même pour lui, je suis même pas sûr qu'il jouerait vraiment à l'OL. Moi, je lui conseillerais d'aller ailleurs parce que de toute façon, il y a la CAN en plus en fin de saison, en fin d'année. Donc, s'il veut la jouer, il faut qu'il joue. Mais pas à l'OL, pour moi, c'est pas une bonne idée. Guigui, voilà, pareil. Déjà, dans l'ordre des choses, est-ce que tu préférerais être titularisé sur ta feuille de match plutôt Koumbedi ou Maitland-Nice? Si tu avais affronté l'Olympique de Marseille lors de la 3e journée, par exemple. Bah alors ça dépend si Maitland-Nice décide de brancher le cerveau et d'être à 400%, je le prends tous les jours. Maintenant il a un plus gros salaire et je pense une plus grosse valeur marchande, donc si on devait en vendre un, je suppose qu'on le ferait partir lui parce que économiquement voilà. Maintenant en disant rigolant que City finirait par nous donner le kinésithérapeute ou le jardinier, c'est méchant, mais honnêtement, comme a dit Greg, autant prendre personne. Je veux dire, soit tu prends un mec qui a une grosse valeur ajoutée, parce que même des remplaçants de City sont censés être entre guillemets quasi meilleurs que nos titulaires. Mais là, si tu prends un mec du bout du banc, franchement, c'est dommage de cramer entre guillemets le prêt pour un mec dont on n'est vraiment pas sûr du niveau, quoi. Ça parlait de Nipan, ça parlait de mecs beaucoup plus intéressants, on va dire au départ. Tu te retrouves avec Caboret, ça fait, pour rester poli, ça fait pas très plaisir. Ouais. Et dans le sens inverse, on peut aller directement sur cette information, même si c'est pas directement l'Olympique lyonnais. Il y aurait un ancien joueur lyonnais dans le viseur de l'Olympique de Marseille, ce serait Emerson Palmieri, le latéral de West Ham qui est suivi de près par la direction phocéenne. Il a évolué depuis 3 saisons à West Ham, il connaît la Ligue 1 parce qu'il a disputé, il me semble, 36 matchs du côté de l'Olympique lyonnais. C'est son expérience et sa polyvalence qui plaît à la direction marseillaise. C'est Foot Mercato qui a relayé cette information. Et voilà, il y a une autre piste également qui mène à Kostas Tsimikas, la doublure de Robertson à Liverpool pour la direction phocéenne. Et l'objectif est clair, c'est permettre à Roberto De Zerbi d'avoir un joueur fiable et expérimenté pour stabiliser le couloir gauche, parce qu'il faut rappeler que l'OM va disputer la Ligue des Champions, donc la saison à venir, cette saison, et que du coup il leur faut également un joueur de qualité. Qu'est-ce que vous avez pensé du passage de Emerson Palmieri du côté de l'Olympique lyonnais? Moi j'avais été satisfait de ce joueur-là. Damien? Ouais, non, moi j'ai bien aimé son passage à Palmieri. Dommage qu'on n'ait pas pu l'acheter derrière. Et, non, j'aimais bien comme joueur. Maintenant, on verra si Marseille vont réussir à recruter des joueurs vu leur merdier que c'est en interne. On verra. Et Jojo, voilà, quel souvenir tu gardes de lui? Il a fait une saison du côté de l'OL, c'est une saison complète, c'est ça? Ouais, il avait fait une saison complète. Lyon avait pas levé l'option d'achat. Ouais, ok, on l'avait en prêt, ouais. Pour moi, non, Emerson Palmieri, c'était un super ailier. Moi, j'aimais bien, c'est qu'il lâchait rien. Il me faisait penser un peu à Tagliafico de maintenant. Mais ouais, Emerson Palmieri, pour moi, il a fait un bon séjour à l'Olympique lyonnais. Mais maintenant, de le voir à Marseille, après à voir, mais je pense que Marseille pourrait plus se pencher sur Tsimikas que Palmieri. Ouais.
Voilà, Greg, du coup, sur cette opération, est-ce que ça peut être un renfort utile pour l'Olympique de Marseille? Je sais que c'est un débat parallèle, mais est-ce que selon toi, il a la qualité pour jouer la Ligue des Champions, ce joueur-là? Bah, l'expérience, déjà, oui. Après, je regarde pas les matchs de West Ham. Au vu du classement, ils ont fait une très mauvaise saison. Je sais pas s'il a beaucoup joué, franchement. Mais après, oui, au vu de l'expérience, c'est intéressant. Maintenant, je sais pas. Moi, sincèrement, je vois pas trop le. Je connais pas assez. Donc oui, à Lyon, il était pas mauvais. Il a fait des choses bien. C'est vrai que voilà, j'aimais bien son style. C'était pas dingue, mais ça allait quoi. Il a fait, on va dire, c'était pas mal sur une saison. Maintenant, après, je sais pas du tout où il en est. Il a pris de l'âge. Je sais pas si aussi il faut qu'il se relance parce que il y a peut-être aussi une place avec la nationale à aller chercher aussi. Donc, faut voir. Maintenant, après, oui, pour la Ligue 1, ce serait une bonne chose et puis il pourra apporter son expérience. Ouais. Voilà. Du coup, il y a encore Guigui aussi pour s'exprimer sur ce sujet. Voilà, Emerson Palmieri, si déjà tu avais son profil à établir par rapport à ce que tu as vu du côté de l'OL, tu l'as peut-être pas vu jouer récemment. Ouais, alors récemment non, clairement, comme Greg, je regarde pas trop les matchs West Ham, mais de mémoire, il était un peu meilleur offensivement que défensivement, si je dis pas de bêtises, il était un peu plus porté vers l'attaque, comme pas mal de latéraux aujourd'hui. Maintenant, il a quel âge aujourd'hui, notre ami Emerson Palmieri? 29? En 30. 30 Plus que ça, je crois. plus? J'allais me dire ça. 31, 31. Ok. Ok. 31, il a raison. Ok. Non, mais ouais, après, pourquoi pas, s'il veut se relancer à Marseille, il peut tenter le coup. Il a de l'expérience, il connaît la première ligue, il a un peu joué sans doute l'Europe aussi. Mais ouais, je te dis, je l'ai pas assez vu jouer pour savoir si c'est une plus-value pour Marseille à l'heure actuelle. Je sais pas. Alors un petit débat en parallèle, vu on parlait justement quelques minutes là de l'Olympique de Marseille par rapport à l'ancienne cible, enfin un joueur qui est passé par l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'Adrien Rabiot pourrait être, selon vous, au vu de la situation du côté de l'Olympique de Marseille, un joueur intéressant pour l'Olympique Lyonnais? On rappelle que la direction marseillaise attend une enveloppe de 15 millions d'euros environ pour lâcher ce joueur-là, qui a eu des tensions et une altercation dans le vestiaire avec un coéquipier, qui a été assez violente, notamment Benassia qui s'est exprimé là-dessus et qui a dit que si on en est là, c'est que c'était vraiment un gros dossier. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, voilà, on semble plutôt complet là, à l'heure actuelle. Concernant l'Olympique Lyonnais, Rabiot a peut-être un profil de joueur qu'on a déjà. Alors, niveau qualité, pour moi, bien sûr qu'il est au-dessus de pas mal de joueurs. Mais Adrien Rabiot, franchement, si on avait les moyens, j'aurais compris, effectivement, mais ça va faire embouteillage et on récupérerait un énorme salaire qui ne correspond pas du tout aux objectifs de l'Olympique Lyonnais. Donc, malheureusement, vu de la qualité, moi, je dirais oui. Mais au vu de la situation de l'Olympique Lyonnais, c'est impossible. Voilà, je vois surtout Jojo là, qui a l'air très... On en a discuté avec Dame sur Rabiot. C'est que maintenant, ok, à Paris, ça s'était mal passé. Maintenant, il y a encore Marseille où ça s'est mal passé. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas se dire est-ce que ça serait pas la mère à Rabiot qui faut un peu la zizanie dans les clubs ou tout simplement qui monte sur la tête à son gamin? Donc Rabiot, c'est un truc de fou. Alors je sais pas après si vous avez écouté la vidéo de Romain Molina que j'ai trouvé très très intéressante. Il a expliqué comment ça s'est passé et franchement j'ai cru que c'était de la gaminerie qui ont fait dans une cour de récréation. Et c'est après, voilà, je vous invite à regarder la vidéo de Romain Molina, les auditeurs. Mais voilà, mais pour moi Rabiot, non, je le veux pas lui. J'ai pas envie de Rabiot à Lyon. Voilà. Ouais, Damien? Que dire? Beaucoup de choses. Hein. S'il y avait aussi, on a oublié l'équipe de France, hein, il y a eu un problème aussi, ouais. avec l'équipe de France aussi. Et la Juve, c'était pas tout rose. Hein. Ouais, aussi. Dans tous les clubs où il est passé. Il a eu des soucis de partout. Alors, Je sais pas si vous vous rappelez quand Fred Guerra est passé sur RMC, il a dit que depuis que les joueurs de football, certains parents ou des membres de la famille ont voulu regérer leur fils ou leur neveu ou quoi que ce soit, à chaque fois c'est un merdier sans nom. Donc il faut jamais mélanger on va dire le travail et la famille.
C'est voilà. Et depuis que il y a ce système de parents, même Mbappé, je suis désolé, les parents Mbappé, c'est une foire sans nom. C'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, non, Rabiot, s'il peut aller au Kazakhstan ou en Afghanistan ou là où il veut, j'en ai rien à foutre. Soit loin de Lyon, loin des bureaux de Lyon. Ouais. Pareil qu'il y aurait eu une interview de Véronique Rabiot sur RTL. Ouais. Ceux qui ont le temps, Oui, ils oui. vont voir. Alors, on va attaquer le sujet suivant parce que c'est un sujet. Voilà, je crois qu'il y en a qui ne sont pas exprimés. Guigui, lui, s'était pas exprimé d'ailleurs là-dessus. Tu avais un avis Pas forcément nécessaire. Je sais pas si c'est nécessaire parce que le joueur en lui-même est bon, il y a de la qualité, voilà, mais derrière, comme dit, tu dois gérer le personnage, son entourage, il a un salaire XXL. Avec ce qui vient de se passer, il faut quand même, voilà. On essaie d'avoir Le un salaire de Rabiot à l'OM, 500 000 plus. Je vais vous Je dire ça. crois qu'il me semble que c'est 800 000, entre 800 000 et 900 000, si je me Il trompe me pas. semble qu'il a un salaire évolutif. Oui. Hein, c'est ça. Et vu que l'OM joue la Ligue des Champions, ce salaire est encore plus C'est élevé. pas possible. 800 000, c'est le salaire des On essaie de joueurs du recruter des mecs avec j'espère, une mentalité à peu près correcte, on va dire. 500 Et 000. clairement, on essaie de faire un bon 500 000, vestiaire, c'est pas 500 000, comment les prendre gars. Rabiot, quoi. Ah, mais les gars, faut pas croire tout ce que je dis. Hein. Il peut retourner en Italie s'il veut, mais bon. 10 millions d'euros par. Voilà, là Guigui met en avant tout simplement la stratégie de l'Olympique Lyonnais qui n'est pas du tout celle-là, c'est-à-dire recruter des joueurs avec des qualités, pas forcément les plus réputés, mais pour former un groupe et qu'il y ait vraiment l'union sacrée dans le groupe pour essayer de remplir les objectifs, quelque chose que l'Olympique Lyonnais n'a jamais fait, parce que l'Olympique Lyonnais a toujours eu des joueurs avec des gros melons aussi, des joueurs de qualité, des gros joueurs, mais des joueurs qui ont un certain aura et qui forcément se laissent pas marcher dessus et voilà, là l'Olympique Lyonnais est tout à fait sur une autre voie, un petit peu comme le LOSC, j'ai envie de dire. Ça ressemble un petit peu au vu de la stratégie. Bah, le LOSC avait commencé comme ça, quand ils avaient refait tout, ils ont commencé comme ça. Hein. Et regardez, La stratégie, c'est obligé, il n'y a plus de sous. oui. Tu es obligé de faire celle-là, hein. Tu n'as pas le choix. Voilà, donc par rapport à ça, on a pu voir, voilà, c'est un débat parallèle un petit peu pour animer tout ça. On le rappelle qu'il y aura une surprise juste après, les gars, restez avec nous. Il y aura également la feuille de statistiques de Jojo qui va un petit peu nous parler de tout ça. Et d'ailleurs, on peut être focus directement sur cette deuxième journée de Ligue 1 à venir. Et avant que justement j'attaque ce programme, je vous propose, oui, de suivre les statistiques, comme ça au moins je ne vais pas me répéter par rapport à tout ce qu'a pu préparer Jojo. Donc voilà, je t'affiche tout ça. Ouais, pour les auditeurs, moi je l'ai sur mon ordinateur. Hop, je vais mettre voilà. Donc du coup, c'est parti. Premier match de la saison pour l'Olympique Lyonnais à la maison au Groupama Stadium contre le FC Metz, un promu de Ligue 2. Ce match sera arbitré par Eric Boitelier, coup d'envoi 21h05 au Groupama Stadium. Alors, on va parler de l'équipe du FC Metz. État de forme du FC Metz sur les 5 matchs, 3 défaites et 1 victoire. Dernier match en date, c'était la semaine dernière, défaite 1-0 face au Racing Club de Strasbourg. État de forme de l'Olympique Lyonnais sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 défaite. Dernière victoire. Dernier match, victoire face au RC Lens 1-0 à l'extérieur. Donc c'était une très très belle performance de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, parlons des confrontations entre les deux équipes. Eh ben, ça remonte à 2024. C'est Lyon qui avait gagné donc 2-1. Voilà. Et ils avaient aussi en 2023 sur le score vierge de 1-1 au Groupama Stadium. Et la dernière victoire du FC Metz, les gars, ça remonte en 2022. Ça remonte. Cette équipe de FC Metz était entraînée par un certain Frédéric Antonetti. Et on avait perdu 3-2. C'était un match de barge, je m'en rappelle, je l'avais vu. Et le troisième but, il me semble que c'était Boulanga, comment il s'appelait? Ah, je me rappelle plus. Je crois, il me semble que c'était un Algérien. Allez, on va parler des joueurs incertains. Donc, je l'affiche. Hein? Faris Boulaya? Ouais, Boulaya, ouais, merci. Ouais, c'est ça. Bonjour. Boulaya sur une frappe en pleine lucarne et nous avait nettoyé la lucarne.
Allez, on va parler des joueurs un certain côté de l'Olympique Lyonnais. Il y en a un qui s'est rajouté entre-temps, parce que l'affiche, je l'ai faite ce matin. Nouama Mangala et Coco Tolisso gêne au mollet. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Eh ben, on verra. Apparemment, Lyon prendra une décision demain concernant Corentin Tolisso. Et je pouvais aussi ajouter, bien évidemment, Nicolas Tagliafico, mais je ne l'ai pas ajouté parce qu'on ne sait jamais ce que Paulo Fonseca va le faire jouer. Mais je ne pense pas, je pense qu'il va démarrer sur le banc. Joueur incertain et absent côté FC Metz, on a Mangondo, Mbaye et Demangue. Voilà. Joueur à surveiller côté du FC Metz, c'est un retour. Il n'était pas présent contre le Racing Club de Strasbourg. Attention à lui, c'est un superbe joueur. D'ailleurs, c'est lui qui avait réussi, qui avait marqué contre Reims pour la montée en Ligue 1. Et c'est ce joueur-là, c'est tout simplement Gauthier Hein, ancien aussi de l'AJ Auxerre. Et joueur à surveiller côté Olympique Lyonnais, eh ben c'est tout simplement Miko Tadze qui reste sur un but sur son dernier match contre le Racing Club de Lens. Et Tyler Morton qui a fait des débuts intéressants face au RC Lens. Voilà les auditeurs. Olivier, il y a un nouveau joueur, il y a un autre joueur de Metz vient de l'annoncer, c'est Cheikh Sabali qui serait incertain, douleur au genou. Ok. Et Deminguet aussi, je crois, j'ai vu. Dommage, Ouais, aussi, Domingue, oui. il l'a annoncé. Effectivement, Ouais, je vais en parler, ouais. Je l'ai annoncé. Voilà pour les analyses stats, les gars. Bah merci, merci Jojo. On vous rappelle que vous suivrez avant chaque match ces statistiques. Voilà, les gars, n'oubliez pas, samedi soir, des personnes importantes de l'équipe ne sont pas disponibles. Il y a un match qui se joue à domicile au Groupama Stadium, des personnes qui vont assister à ce match-là. Moi, professionnellement, bah, je suis un petit peu empêché de pouvoir y aller. Donc, ce que je vous propose, les gars, c'est que malheureusement, je pourrais pas vous faire l'avant-match juste avant le match, mais si vous voulez, en début de soirée, je crois que je peux essayer de caler 1h45 minutes pour vous faire un petit avant-match. Donc, je vous ferai peut-être ça. Ça pourrait être intéressant parce que sinon, vous ne voyez pas du week-end, mais il y aura le débrief du match le dimanche. Donc ça, effectivement, on pourra débattre tous ensemble dessus tranquillement parce que sur l'après-match, ça risque de faire tard le temps que les animateurs rentrent du stade. Voilà, merci Jojo pour ces statistiques. On rappelle que cet après-midi, il y a eu la conférence de presse de Paulo Fonseca avant la réception de Metz. Donc il a annoncé que le gardien Dominique Greff ne jouerait pas ce match face au FC Metz. Ce sera Rémi Descamps qui sera titularisé dans la cage. Donc ça, c'est déjà une première nouvelle. Est-ce que déjà vous comprenez ce choix-là? Alors, je ne pourrais pas poser la question à tout le monde parce qu'il y a encore des sujets à voir. Je vais la poser à Guigui. Voilà, tu es en accord avec ce choix-là? Même si tu vis pas à travers le groupe, je te pose la question. Ouais, en fait, je me posais la question de savoir s'il allait titulariser déjà contre Metz pour qu'il prenne la température et le mettre derrière contre Marseille. Mais je me dis que s'il le titularise pas contre Metz, parce qu'il vient d'arriver, il aura fait une petite semaine d'entraînement, pas plus. J'imagine que Descamps gardera encore la cage contre Marseille, parce que je pense qu'il va pas faire démarrer Greff dans un Olympico. Maintenant, voilà, si Descamps avait pas fait une bonne prépa et n'avait pas été bon contre Lens, je pense qu'il aurait pas hésité à balancer Greff en se disant, bah vas-y, ok. Vu que Descamps a fait une bonne prépa et relativement un bon match quand même contre Lens, je pense qu'il veut aussi lui donner confiance. Voilà. Après, c'est son choix. Hein. S'il le fait, c'est qu'il estime que Descamps est davantage prêt et apte à jouer que Greff, mais qui reste a priori comme notre numéro 1. On le verrait sans doute après la trêve. Alors, Paulo Fonseca qui s'est également exprimé par rapport à Corentin Tolisso et cette triste nouvelle, hein, on ne sait pas encore s'il sera dans le groupe. Il a ressenti une petite douleur au mollet, tel que l'a dit Paulo Fonseca. Là, il s'est entraîné en salle. On va voir maintenant pour le match, pour le reste du groupe. Ça va. Voilà, donc l'absence de Corentin Tolisso, Damien, est-ce que ça peut compliquer les choses face à une équipe promue là, en Ligue 1 comme le FC Metz? Bah, s'il a ressenti une gêne, je préfère qu'il soit pas là face à Metz que face à Marseille. Donc je pense que ça ne sert à rien de précipiter son retour. On sait que Tolisso reste quand même fragile, même s'il sort sur une très bonne saison, sans blessure, machin et tout. Voilà, s'il a ressenti une gêne, je préfère qu'il soit pas là face au FC Metz, que le mettre face à Metz et qu'il se répète 1 mois, 2 mois. On va avoir besoin de notre capitaine, donc je pense qu'il faut pas prendre
de risque. Voilà, laissons-le au repos pour contre Metz. On a ce qu'il faut quand même au milieu de terrain. Ça manquait de respect aux joueurs du FC Metz, mais et après voir ce qui se passe la semaine prochaine au niveau de l'entraînement sur Tolisso et voilà, il n'aura pas joué les 2 premiers matchs et il sera comme un... Non, il aura joué Lens, excuse-moi, mais il n'aura pas joué contre Metz et il sera en forme face à Marseille. Ouais. Jojo, si justement l'OL, enfin Paulo Fonseca souhaite utiliser le même système de jeu et la même stratégie qu'un joueur un petit peu plus haut au milieu de terrain à l'Olympique Lyonnais, qui tu placerais à sa place? À la place de Corentin Tolisso qui joue un petit peu plus haut que les autres milieux pour distribuer les ballons vers l'avant. c'est le moment de mettre Pavel Soultz à la place de Tolisso. Et qu'est-ce que tu attendrais de lui là, justement sur un match comme ça au poste de Corentin Tolisso? Eh ben écoute, voilà, ça va être sa première. On va pas tout de suite l'accabler et tout. Moi, ce que je demande, c'est que voilà, qu'il se fasse plaisir, qu'il joue simple avec le ballon. S'il a des opportunités de frappe, qu'il le fasse, parce qu'on sait que c'est un très très bon frappeur, Pavel Soultz. On l'a vu à Victoria à Pilsen. Donc voilà, pourquoi pas de mettre Pavel Soultz. Ou alors la solution, ça serait quoi? Ouais, la solution, je vois que ça, hein. À moins de faire monter un peu plus Tyler Morton, mais je pense pas. Donc voilà. Mais ouais, Pavel Soultz, pourquoi pas pour une première. Moi, je le vois bien buteur. S'il est titulaire, je le vois bien buteur. Grégory, en l'absence de Corentin Tolisso, capitaine numéro 1 là, à l'Olympique Lyonnais, on va en parler justement du capitanat tout à l'heure, mais voilà, quel joueur t'attends qui prenne un petit peu les rênes de cette équipe du côté de l'OL? Je pense que ça doit être un match pour Miko Tadze. Il joue contre son ancienne équipe. Il est buteur la saison dernière, pardon. La semaine dernière, le week-end dernier contre Lens. Voilà, je pense que c'est lui qui doit emmener l'équipe. Maintenant, après, j'aimerais bien quand même, s'il joue, avoir un meilleur Maitland-Niles, parce que lui aussi, je pense qu'il doit une revanche à pas mal de monde, qui fait vraiment un très mauvais match à Lens. Donc pour moi, c'est les 2 joueurs auxquels j'attendrai le plus. Et puis forcément, un Morton, voir un peu la confirmer. Et puis également Fofana. Fofana qui face à Metz, il risque de jouer en bloc bas, certes, mais face à Metz, il doit leur faire mal de par ses crochets, de par son activité, tout simplement. Ouais. Donc voilà, je vais venir sur quelque chose parce que notre partenaire média Ferveur Lyonnaise a partagé un article. Là, ils ont pu interviewer Ligue 1 Actu. Voilà, par rapport à cette interview, déjà, je le voyais pas, j'ai pas retrouvé ça. Est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu premièrement de Ligue 1 Actu? Qui sont-ils et que font-ils exactement comme activité? Pour qu'on comprenne bien. Écoute, comme c'est écrit dans l'article au tout début, c'est des passionnés de football espagnol. Ils sont 3. Moi, j'ai interviewé Andoni, qui était super sympa, ça s'est super bien passé. Vraiment, on a parlé de foot pendant au moins 2 heures, c'était super sympa. Qui est pour la Real Sociedad, pour la petite anecdote. Et donc, voilà, c'est des passionnés, ils sont là pour, on va dire, faire vivre l'actualité de la Liga. Ils parlent aussi un peu de 2e division espagnole. Voilà, il y a des vidéos sur les matchs, il y a un peu de data aussi, parce qu'Andoni se débrouille pas trop mal dans ce domaine-là. Et c'était très sympa de les interviewer pour en savoir un peu plus sur notre gardien Dominique Greif, parce que c'est pas un joueur qu'on connaît beaucoup. Et je trouvais ça intéressant de savoir un peu plus sur celui qui devrait peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on sait jamais, mais être le remplaçant attitré de Lucas Perry, quoi. Et voilà, donc dans cette interview, justement, tu as posé des questions très intéressantes et déjà tu as demandé de présenter un petit peu ce joueur-là, donc Dominique Greif qui est arrivé à l'Olympique Lyonnais, qui était arrivé déjà du côté de Majorque en provenance du Slovan Bratislava en 2021 contre 2,5 millions d'euros.
Voilà, apparemment ça n'a pas été une histoire facile en Espagne, il t'a répondu. Il a très peu joué suite à une infection au niveau des dents de sagesse. Pendant plusieurs semaines et mois, il n'a pas été en mesure de jouer. Il est revenu en fin d'année 2022, a-t-il dit. Il a perdu sa place à cause de cette histoire. Il a fait des bouts de match derrière Rajkovic. C'est grâce à la Coupe du Roi qu'il a pu se montrer. Il a emmené son équipe jusqu'à la finale en 2023-2024, compétition dans laquelle il était titulaire. Il a ensuite gagné sa place de titulaire pour se retrouver numéro 1. Il a réalisé une bonne saison en Liga avec 34 buts encaissés en 31 matchs. C'est un joueur sérieux, calme et déterminé qui ne va pas faire de bruit. Alors tu lui as posé la question intéressante à quels sont ses points forts et points faibles. Il t'a répondu que sa saison déjà l'a pas impressionné. Mais c'est un gardien fiable de Liga qui ne fait jamais de grosses boulettes. Son jeu au pied est une véritable force. Il ne panique pas et ressort très bien le ballon. C'est un gardien qui se couche rapidement au sol, notamment grâce à son imposant gabarit. Un gardien moderne. Je pense que c'est un gardien au-dessus de la moyenne dans son jeu au pied. Voilà ce qu'il t'a répondu. Par contre, il n'a pas mis en avant son jeu de relance à la main là. Et soi-disant, il a quand même une bonne marge de progression. Et rejoindre l'Olympique Lyonnais, ça l'aiderait justement à franchir un palier, même s'il reconnaît quand même que l'Olympique Lyonnais, c'est un grand club. Ça m'a fait plaisir de le lire. J'aime pas trop les joueurs qui parlent de palier. Je sais qu'il y en a un là, je crois que c'est Morton, qui a parlé de palier là tout à l'heure. D'une certaine manière, il faudra que je retrouve ça. Son objectif de carrière en signant à Lyon, c'est tout simplement de pouvoir jouer en Ligue 1 qui est un très bon championnat et de disputer la Ligue Europa, donc c'est une chance pour lui. Et puis ça peut lui ouvrir également les portes de la sélection slovaque parce qu'il a déjà joué mais seulement à 5 reprises. Donc c'est un gardien zen, tranquille, qui ne panique pas et qui fait preuve de pas mal de constance sur une saison entière. Et quand tu demandes est-ce que l'OL a pris un risque avec sa venue, pour lui, selon lui, c'est non, c'est plutôt intéressant de l'avoir recruté. C'est un joli coup et il souhaite qu'il réussisse et qu'il poursuive sa progression. Voilà, donc c'était une bonne interview très intéressante. L'article est à retrouver sur le site Ferveur Lyonnaise ou sur l'application également sur le store. Donc voilà sur cette interview. Par rapport à ça, je vois qu'il y a également un risque pour ce gardien-là, c'est la concurrence avec Rémi Descamps qui s'est montré ces premiers mois. Damien, t'es sûr à 100% que Greff puisse prendre la place de numéro 1 au fur et à mesure de la saison? Tu penses que Descamps, s'il réalise encore 2-3 matchs très intéressants, il pourrait y avoir certaines frictions et un joueur qui reste devant? C'est le risque qu'est en train de prendre Paulo Fonseca, justement. Maintenant, je souhaite à Rémi Descamps qu'il soit bon s'il joue Metz et Marseille, qu'il soit bon sur tous les 2 matchs. Mais ouais, derrière, ça peut créer un problème, surtout que Greff, ils lui ont dit qu'il allait être numéro 1 comme il l'a annoncé. Donc, moi, je trouve ça bizarre parce que Descamps, avant que le mercato commence, son agent a parlé en disant qu'il allait partir. Là, maintenant, oui, il fait une bonne prépa, oui, il fait un bon match à Lens. Mais Descamps peut très bien tomber dans les travers face à Metz et face à Marseille. Après, on va dire quoi? Ah, ben non, Fonseca, regardez Fonseca, t'aurais pas dû faire ça. Moi, j'aurais mis Greff directement samedi. Je pense qu'il était apte. Maintenant, c'est le choix du coach. On verra s'il a raison ou s'il a tort. Mais j'ai peur que ça crée un problème à l'avenir. Parce que si Descamps, il fait un super match de samedi et s'il fait un super match contre Marseille, on va dire quoi? Allez, tu retournes sur le banc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc on en a déjà débattu, justement, c'est pour ça que je vais pas m'éterniser là-dessus. Et pour Jojo, j'ai également autre chose, c'est que Tyler Morton s'est lui aussi exprimé en conférence de presse. Il a dit ça a été facile pour moi de choisir l'OL. Il y a beaucoup de passion dans l'équipe. Mon équipe a été très facile. Je suis très heureux ici. C'est vrai que la Liga est un championnat très attractif pour nous les Anglais, car il y a beaucoup de qualité. Ça peut être un tremplin important. Ça permet de montrer son talent contre de grosses équipes. Je suis polyvalent. J'aime attaquer et défendre, j'aime contrôler le jeu. J'ai beaucoup grandi à Liverpool au contact de très grands coachs comme Jürgen Klopp ou Arne Slot qui m'ont donné beaucoup de confiance. Mes modèles étaient Steven Gerrard, c'est une évidence, il était très grand et sur et en dehors du terrain, et aussi Xabi Alonso, excellent dans sa vision de jeu et son jeu de passe. Donc il a notamment cité la Steven Gerrard, Xabi Alonso, comme exemple. On se doute bien, Jojo, que c'est des légendes, en tout cas, du côté de Liverpool, bien entendu.
Et on voit qu'il a été également un peu coaché par de grands coachs aussi. Voilà, donc Tyler Morton a-t-il selon toi un bel avenir? Et selon toi, peut-il s'imposer logiquement du côté de l'Olympique Lyonnais? Parce qu'on voit que ça démarre plutôt bien pour lui. Eh ben écoute, s'il fait le même match qu'il a fait contre le Racing Club de Lens avec un peu plus de précision dans les passes en attaque, ça peut devenir quelqu'un d'important dans l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, les joueurs qu'il a cités, pour lui, c'est un exemple. C'est un exemple. Donc ça montre que lui, il veut progresser. Ça montre que il veut arriver à ces échelons-là. Je lui souhaite. Mais faut pas qu'il brûle des étapes et tout. Mais c'est bien d'avoir cité ces deux joueurs-là, Xabi Alonso et Steven Gerrard, parce que c'est deux profils différents. Steven Gerrard, voilà, dans les buts, c'était quand même, voilà, c'était ouf, quoi. Il frappait des coups francs, il mettait des frappes en pleine lucarne et tout. Tandis que Xabi Alonso, c'était un joueur qui lâchait rien sur le terrain. Et moi, de ce que j'ai vu contre Lens, eh ben, Taylor Morton, pourquoi pas devenir comme un certain Xabi Alonso dans les années à venir. Mais maintenant, faut pas qu'il me brûle les étapes. Faut qu'il continue sur la voie de ce match de la semaine dernière et de progresser. En tout cas, je pense que Taylor Morton, ça peut être un futur international anglais aussi. Greg, on a entendu souvent ces 2 dernières années beaucoup de mauvaises images de la Ligue 1, que ce soit par rapport à la gestion des droits TV, par rapport aux incidents avec les supporters, par rapport à d'autres choses. Quand Tyler Morton dit que la Ligue 1 est très attractif, à quel point de vue il dit ça selon toi? Je sais pas, écoute, c'est un joueur qui n'a pas joué du tout à Liverpool, qui a été en Championship, qui découvre, voilà, qui aussi, je pense, malgré tout, s'il fait une grosse saison, moi je parle beaucoup de ça, mais je trouve que c'est important, et je trouve que c'est une vraie carotte pour les joueurs. Je pense aujourd'hui, c'est que s'il fait une grosse saison, étant donné qu'il est à l'OL, et en plus il va se montrer sur la scène européenne avec la Ligue Europa, pour moi il peut pourquoi pas avoir une place pour la Coupe du Monde, hein, pour jouer avec l'Angleterre, c'est tout à fait possible. Voilà, après pour lui c'est un vrai plus parce qu'on lui donne sa chance. En plus, il arrive dans un club avec un gros palmarès, une grande histoire et où limite il est pratiquement assuré d'être de jouer. Voilà, moi juste là où je mets un bémol, c'est juste l'adaptation. Les Anglais ont du mal à s'adapter en France historiquement. Il y en a quelques-uns qui ont réussi, mais pas tous. Donc voilà, maintenant c'est vrai que comme a dit Jojo, son premier match à Lens, c'est très convaincant, c'est très encourageant. Il a l'air vraiment d'avoir pris déjà une dimension intéressante. Voilà, contre Metz, physiquement et même techniquement, je pense qu'il sera au-dessus de ses adversaires, donc à lui de le montrer, quoi, tout simplement. Voilà. Mais c'est bien, il monte en puissance, c'est bien, quoi. Et pour terminer sur ce sujet, Guigui, tu mettrais qui si tu avais un joueur à proposer, un ou deux joueurs à proposer comme exemple, il en a cité 2, du côté de Liverpool, si tu avais des joueurs à lui proposer à prendre comme exemple dans le monde du football, selon toi, ce serait lesquels? Vu les exemples qu'il a cités, il peut prendre tout le monde. Qui vient à la tête, toi, ce serait qui viendrait à la tête? Si tu prends Liverpool, tu vois, un côté McAllister, un côté un peu bagarreur aussi, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on manque. Et ça lui correspond un petit peu, hein, parce que ça a l'air d'être un bagarreur sur le terrain un petit peu. Ouais, il s'arrache un peu. J'ai en souvenir l'action de Maitland Nice. Alors il est hors jeu, mais où il va récupérer le ballon sur un tacle en étant assez haut sur le terrain. Et on va peut-être voir aussi contre Metz, si on est censé avoir un peu plus le ballon face à Lens, du moins on va l'espérer. Contre un bloc bas, il va peut-être faire des transversales, peut-être trouver des passes, peut-être faire du dépassement de fonction. Et si Tolisso est pas là, par exemple, est-ce que lui, il peut aussi avoir ce rôle-là? Je sais pas, est-ce qu'il va frapper une fois des 30 mètres si les mecs sont tous dans la surface? Est-ce qu'il va nous envoyer une fois une belle frappe? Donc, écoute, à voir. Il est effectivement quasi sûr d'être titulaire samedi. Donc, ouais, on va espérer que ça fasse un bon match. C'est quand même que son deuxième match officiel chez nous. Donc, voilà. Mais oui, on va espérer qu'il continue comme ça. Voilà sur le débat sur ce milieu de terrain qui s'est bien adapté, en tout cas sur une première journée. On fait pas le bilan après une journée, mais en tout cas c'est une bonne entrée, on va dire plutôt. Voilà, donc on a vu également ça, et puis il y a d'autres choses par rapport au il y a un joueur qu'on peut parler, parce que voilà, on parlait de Maitland Nice et tout. Maintenant, sur le match
Lyon Metz, pour Fonseca, faut qu'il pense à ça. Parce que le truc, c'est que si on attaque tout le temps sur le côté de Malik Fofana, Metz, ça va être facile pour eux de défendre. Donc je pense, est-ce que ça serait pas, entre guillemets, le moment pour une première avec Adam Karabec? Parce que finalement, notre ailier, on l'a, c'est Adam Karabec, même si je sais que l'Olympique Lyonnais va en chercher un avec un peu plus d'expérience. Mais maintenant, je pense que si vous voulez équilibrer une attaque, je pense qu'il faut mettre Adam Karabec de poste d'un vrai ailier, quoi. Mettre l'en c'en est pas un. Ouais. Voilà, de toute manière, on a encore des choses à voir. On le sait, hein, par rapport au fait que Corentin Tolisso n'est pas là. On a parlé des leaders, Mata, Niakate, Tagliafico, les vice-capitaines de l'Olympique Lyonnais qui sont choisis par Paulo Fonseca. Alors ce sera sûrement Mata, hein, qui prendra le brassard. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que c'est Fonseca d'ailleurs qui en a parlé en conférence de presse. Donc s'il en a parlé, forcément, ça compte. Alors, je vous propose quelque chose. Parce qu'on a d'autres choses à voir également. Les gars, Jouveau nous a concocté quelque chose. On arrive un petit peu à un moment, on va dire, fort de l'actualité lyonnaise. Donc je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif. On a une petite surprise pour vous. Une petite surprise concoctée par Jouveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sans forcément nous dire la recette, hein, mais nous dire pourquoi ça t'est venu à l'idée, sans dire forcément ce que c'est. Parce que voilà, je voulais faire un petit geste aussi envers toi aussi, voilà, pour montrer aussi qu'on est tous soudés. Donc j'ai eu l'idée de créer une musique sur Peuple du Rhône et sur l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc je vous laisse écouter et puis vous direz des nouvelles. Ouais, c'est maintenant que tu me dis ça que je retrouve plus ce lien. C'est bon, je l'ai là. On va l'appeler Maître Jojo. Voilà, alors, justement, avant de lancer cette musique, les auditeurs, je vais vous afficher également le texte, hein, comme ça vous pouvez suivre en même temps. Ce sera pas mal. Voilà le petit texte, vous avez les paroles, et on vous propose de chanter avec ou sans nous. Ça va être compliqué. Voilà. Pas mal, j'ai mis 1 heure. C'était compliqué, j'ai mis 1 heure à trouver le bon truc qu'il fallait et tout. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne, mais je vais cliquer. On va voir, on va se lancer et on va écouter ça tous ensemble. Vous me dites si c'est trop fort, Bobo? Ouais. Tous ensemble dans le stade, l'OL nous fait rêver. Les tribunes s'embrassent, impossible d'arrêter. Chaque but, chaque passe, la ville vibre avec nous. Dans le cœur des supporters, la passion est partout. Allez l'OL, allez l'OL, peuple du Rhône, c'est loyal. On chante, on crie, on se lève pour nos couleurs. Lyon dans nos cœurs, toujours plus de ferveur. Nous sommes le peuple du Rhône, toujours derrière l'OL, jamais seul dans l'arène. La victoire est à nous, ensemble on résonne. Nous sommes le peuple du Rhône. Là, je suis pas allé là. C'est là ou pas? Non, mais on l'a pas entendu. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Tout à l'heure, on peut le dire, t'as rien. Comment on peut diffuser le son que je l'ai dans le casque? Attends, Pierre, je vais la mettre parce que j'avais prévu le plan de secours au cas où si ça marchait pas. Ok. Ah, mais il y a Laura qui arrive avec nous, tu veux venir? On a fait une petite musique, tu pourras l'écouter avec. Allez, est-ce que j'ai le son? Allez, c'est parti. Est-ce que vous allez m'entendre ou pas? Non, ah si c'est là. Tu peux mettre plus fort même si tu veux. Ah, le son est étouffé. Les tribunes s'embrassent, impossible d'arrêter. Chaque but, chaque passe, la vie vibre avec nous. Dans le cœur des supporters, la passion est partout. Allez l'OL, peuple du Rhône, c'est loyal. On chante, on crie, on se lève pour nos couleurs.
Il y en avait une deuxième, hein, il y en avait une deuxième, je crois, mais je l'ai pas là sous les... J'en avais fait deux. Une, voilà. Mais celle-là, c'est celle que tu préférais? Ouais, c'est celle que je préférais. Ok, Elle est bien, franchement, bravo Jolo. bravo. Ouais, franchement. Du coup, samedi, ça remplace le. Avant-match, ça passe ça, du coup? Ça y est? C'est qui chante? Bah, c'est une voix. C'est nouveau. C'est une voix, c'est pas moi. Hein. T'aurais dû dire C'est tout. pas moi, sinon je ferais pas dans cette émission, les gars. On est prêt à aller à Interville avec cette musique. Hein. Ça ressemble à du Jean-Michel Aulas. Allez, c'est bon, Vovo. Voilà. Top, on pourra la diffuser sur tu pourras la diffuser sur le compte Peuple du Rhône d'ailleurs. Ouais, je pourrais, ouais, je Ouais. pourrais. Allez, on rappelle quand même quelque chose parce qu'on parlait surtout du match quel est l'affrontement face au FC Metz. Donc Paulo Fonseca avait quand même parlé du match là. Il a dit je suis très content de ce qu'a fait l'équipe là-bas. C'est toujours très difficile à Bollaert. Hein, ça c'est par rapport au match face à. Ok, j'ai sectionné le mauvais truc. Ce sera un match totalement différent, mais ce sera difficile. On aura très peu d'espace, carité, vent très bas. Mais nous sommes très motivés pour bien commencer à la maison devant nos supporters. Un premier match à domicile, voilà, je pense que ça s'annonce super. On en est où au niveau de l'affluence, Damien? On a dépassé la barre des 41 000. 41 Donc, 000. il réouvre un bloc, il rouvre des blocs. Donc, je pense qu'on pourra atteindre les 44 000, 45 000. Voilà, donc je vais enchaîner les informations pour que Damien puisse faire l'Europe Arena là tout de suite après. Je finis avec ces informations-là, notamment Romain Perret qui quitte le club de l'OL. Donc il avait seulement 20 ans, il a fait une belle saison avec la Nationale 3 de l'OL, ainsi que la Première Ligue International Cup où l'OL est arrivé en finale. Là, il quitte son club formateur et il a tenu à remercier son club sur les réseaux sociaux. Merci pour ces souvenirs incroyables. Donc voilà, il rejoint le Luxembourg et l'Unach Transen. Donc c'est un club qui joue en première ou deuxième division? Première division, hein. Première division au Luxembourg. Donc voilà, c'est un club qui avait obtenu son ticket pour jouer les places qualificatives de la Ligue Conférence. Il s'est déjà entraîné ce jeudi matin avec sa nouvelle équipe. Et voilà, donc il avait marqué 12 buts la saison dernière avec l'Olympique Lyonnais. On a également Gueïda Fofana qui s'est exprimé par rapport au changement de stratégie, en tout cas changement de direction au-dessus de l'OL. Est-ce que ça pouvait jouer sur l'académie? Donc Gueïda Fofana, il entame sa 7e saison à la tête du groupe Pro 2 de l'OL. Et voilà, il envisage une bascule chez les pros par la suite. Donc voilà, on lui a posé la question et c'est le journal Le Progrès qui lui a posé. On entend beaucoup depuis le changement de gouvernance qu'on travaille plus sereinement à l'OL. Il a répondu, le club est passé par une étape dure pour tous avec ce passage devant la DNCG en 2 temps. Depuis, les choses sont rentrées dans l'ordre. La direction nous a donné une feuille de route, des objectifs, donc on avance avec nos groupes, que ce soit en U17, U19 ou pour nous. Voir les jeunes répondre présents, gratter du temps, c'est top. Voilà ce qu'il a pu dire notamment. Donc vous êtes tous d'accord que c'est bénéfique de toute façon pour l'Olympique Lyonnais, pour l'académie en tout cas, le changement de direction. Ah bah oui, clairement, oui. Oui, oui. Sinon, de toute façon, elle est en train de dépérir. Donc là, la nouvelle direction a envie de remettre le centre de formation. Voilà, donc on a un petit peu attaqué là tout ce qu'il fallait autour de l'Olympique Lyonnais. Donc je propose à Damien d'attaquer directement l'Europe Arena et après on fera la fraîche Ligue 1 dans l'ordre là ce soir en raison voilà, de certaines choses.
Ok, ouais. Là, un petit truc. Strasbourg, il doit rester 30 ou 1 minute. Est en train de faire 0-0 chez lui face à Brøndby en barrage de Conference League. J'aurais plutôt. C'est match aller, hein, c'est ça. Ouais. C'est le match aller. Je voulais l'appeler Chelsea Brøndby, mais du coup, j'ai préféré l'appeler Strasbourg. Donc voilà. Xabi Alonso, le dossier Rodrigo, les gars. Xabi Alonso, entraîneur du Real, a dit avoir besoin de Rodrigo cette saison. Donc, Rodrigo devrait rester cette saison au Real Madrid. Maintenant, on verra, il reste 10 jours de mercato, 10-11 jours de mercato, donc ça peut aller très vite. Côté rumeur, côté transfert, Newcastle a encore recalé pour Yohan Wissa, ou Vissa, je sais pas comment on dit, l'ailier de Brentford. Oui, ça. Ouais, Wissa, ouais, je pense. Bah ouais, oui, ça, c'est ça. Ouais. Offre de 41 millions d'euros plus des bonus allant jusqu'à 47 millions, donc offre refusée par Brentford. Donc voilà, Newcastle a quand même du mal sur ce mercato à pouvoir recruter un peu offensivement, surtout avec le cas Isaac qui est encore pas réglé. Badé, j'en ai parlé plusieurs jours, c'était officialisé aujourd'hui. 29 millions d'euros à Leverkusen, la défense centrale de Séville, plus 4 millions d'euros bonus jusqu'en 2030. Dans la même occasion, ils ont officialisé Etcheverry en prêt de Manchester City, sans option d'achat. Donc voilà, Etcheverry est bien joueur de Leverkusen. J'en ai parlé il y a quelques semaines. Juan Lu, jeune défenseur droite du FC Séville. Il est arrivé aujourd'hui à Naples. Donc voilà, accord 18 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus. Contrat de 5 ans. Donc voilà, il va devenir un joueur de Naples. Le Sporting Lisbonne est revenu à la charge pour Yeremay. Alors Yeremay, c'est un jeune ailier de La Corogne. C'est vraiment une petite pépite pour ceux qui regardent. Ouais, c'est un très très bon joueur. Ils auraient fait une première offre de 25 plus 5 millions d'euros de bonus. La Corogne reste réticent à l'idée de pouvoir s'en séparer, mais je pense qu'ils n'auront pas trop le choix. Par contre, si ça se fait, ça serait le plus gros transfert de l'histoire du Sporting. Donc on va regarder ce dossier attentivement, voir ce que ça donne. Tottenham va proposer 80 millions d'euros pour Savigno, voilà, affaire à suivre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'avais annoncé Easy à Tottenham. Au final, ils sont fait shipper à la dernière minute. Easy va finalement s'engager officiellement à Arsenal. Donc voilà, 70 millions d'euros, des bonus, je crois 8 millions, donc ça ferait 78 millions d'euros à peu près. Alors que tout était presque fait à Tottenham, du coup c'est le club ennemi qui a réussi à empocher le joueur. Donc il est même pas... Crystal Palace est en train de jouer, il y a 0-0 à la mi-temps pour leur barrage de Conference League, puisqu'ils sont pas en Europa League du coup, et il n'est pas dans le groupe, donc voilà, il est attendu, à Londres, c'est à côté, mais voilà. Il va s'engager à Arsenal, donc on va voir ce que ça donne cette année. Renato Veiga, ça y est, va s'engager à Villarreal pour 29,5 millions d'euros. Bonus compris, Chelsea l'avait acheté 14 millions d'euros pour un joueur qui a pratiquement pas joué, je crois. Donc je crois qu'il était même à la Juve l'année dernière, Greg, non? Je crois qu'il a joué 14 matchs. À la Juve, ouais. Ouais. Je crois qu'il a joué 14 matchs, donc voilà, c'est bien vendu pour Chelsea. Wolverhampton est sur le point de signer Ladislav Krejci en provenance de Girona, 30 millions d'euros. Donc voilà, encore un gros transfert du côté de Premier League et du côté de Wolverhampton. La grosse sensation, moi ça m'a un peu surpris, Victor Boniface de Leverkusen s'engage à Milan, prêt payant de 5 millions d'euros, plus option d'achat de 24 millions d'euros non obligatoire. Donc voilà, Boniface arrive à Milan et va être prêté, prêt payant de 5 millions d'euros. On verra ce que ça donne du côté de Milan cette année. Dortmund devrait se faire prêter Aaron Anselmino par Chelsea. Et normalement, il y a un autre joueur qui devrait arriver, c'est Chou Kwemeke, un truc comme ça de Chelsea aussi. Ils sont pas loin de l'accord aussi avec Chelsea. Donc voilà, 2 joueurs de Chelsea devraient arriver du côté de Dortmund cet été. Douglas Luiz, ça y est, on a vu la vidéo ce matin, il est arrivé à Nottingham, joueur de la Juve. Donc voilà, on savait depuis quelques jours que ça allait se faire. Il est bien arrivé à Nottingham, l'affiliation devrait arriver, peut-être qu'elle est arrivée, j'ai pas eu le temps de regarder. Edson Alvarez, ça y est, il est en route pour Fenerbahçe, prêt avec option d'achat. L'ancien défenseur milieu de terrain, il peut jouer les 2 postes de l'Ajax, mais qui était à West Ham du coup.
va s'engager à Fenerbahçe pour un prêt avec option d'achat. Un petit transfert, alors j'aime bien ce joueur, c'est Josip Brekalo, le Croate, l'ailier gauche ou l'ailier droit, il peut jouer les deux, qui était libre de tout contrat, il s'est engagé avec le Real Oviedo. Donc voilà, un petit transfert pour Oviedo, c'est pas mal. Luca Coleocho de Burnley, donc c'est un ailier. Il était à l'Espagnol il y a 2 ans, il avait signé à Burnley, ben là il retourne à l'Espagnol, du coup l'Espagnol le reprend. Donc voilà, lâché par Burnley, donc voilà, un petit transfert pour l'Espagnol. Como qui va avoir 2 joueurs en prêt, c'est Inaki Peña et Hector Ford de Barcelone. Voilà, accord trouvé avec ces 2 clubs. Alors on sait que l'entraîneur de Como c'est Fabregas, donc il connaît très bien Barcelone. Donc ces 2 joueurs sont attendus en Italie pour être prêtés cette saison. Une petite info côté Juve, la Juventus refuse une offre de 25 millions d'euros pour Locatelli de l'Arabie Saoudite. La Juve a dit qu'il n'était pas vendeur pour ce joueur, donc Locatelli devrait rester à la Juve cette année. Un petit transfert du côté de Gérone aussi, ça a été annoncé tout à l'heure. Alex Moreno en latéral gauche de Aston Villa. Donc voilà, il retourne en Espagne et va s'engager à Gérone. Là, ça vient de tomber à l'instant. Alors j'aime bien ce latéral droit, pour ceux qui connaissent un Football Manager, c'est toujours une pépite. Et toujours très bon, c'est Mats Rorslev de Brentford. C'est un latéral droit, il a fait pas mal de matchs à Brentford. Il a signé à Southampton ce soir. Voilà, on verra ce que ça donne. Et je crois que Lyon était dessus, hein, parce qu'à un moment on avait parlé, c'est Doki de l'Union de Berlin, défenseur central. Lyon était dessus. Beşiktaş s'est renseigné et ça devrait peut-être se faire. Voilà pour ce soir, Olivier. Dan, t'en as pas, je sais pas si peut-être j'ai pas écouté, bah si j'ai écouté, mais Loïc Badet, t'en as parlé? Oui. Ok. Officiel. Ok, merci pour le programme de l'Europe Arena, Damien qui va nous laisser ce soir. Allez, passe une bonne nuit, Damien. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, Chouchou. Ciao, mon dame. Voilà, on va attaquer la fraîche Ligue 1 avec Grégory. Oui, alors c'est parti les amis. Alors donc, parlons un peu de Nice. Alors Nice, c'est un peu compliqué. Jonathan Klaus, hein, qu'on connaît tous, international français, qui est proche de s'engager avec Leverkusen. Voilà, donc il est tout proche de s'engager avec Leverkusen. Il est OK pour venir. Voilà, Nice n'a pas l'air non plus d'être réticent pour trop le garder. J'ai pas d'offre de transfert de somme pour l'instant, mais voilà. Et Nice cherche déjà son remplaçant et pense à Amari Traoré, un Malien, un ancien du Stade Rennais qui joue aujourd'hui à la Real Sociedad. Voilà. Le FC Metz, alors il sera pas là samedi, hein, enfin, moi ça m'étonnerait. Mais le FC Metz aimerait bien relancer Habib Diallo, un ancien attaquant de Strasbourg et notamment de Metz, qui joue à Al-Shabaab en Arabie Saoudite, qui a envie de revenir en Ligue 1 et qui a envie de revenir à Metz. Metz est OK, sauf que voilà, il est en train d'essayer de rompre son contrat avec Al-Shabaab pour signer libre à Metz. Donc ce serait un joli coup pour Metz. Enfin, ça dépend quel joueur c'est. Parce que si c'est le Habib Diallo de Strasbourg, très bon coup. Si c'est le Habib Diallo du style Seko Fofana qui met 6 mois à revenir d'Arabie Saoudite, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce sera un attaquant, intéressant. Reims qui est sur le point de faire une vente record. Ils avaient vendu donc Mohamed Diakon à Bruges pour 10 millions, c'était pas mal. Et là, ils sont en train de laisser partir donc Keito Nakamura pour 15 millions d'euros. Comment ? On n'a rien dit, il y a peut-être eu un problème de son. Il y a eu un écho, je pense. Ouais. Ça répétait ce que t'avais dit. Ah d'accord. Donc pour 15 millions d'euros, Keito Nakamura au Beşiktaş. Voilà, c'est pas encore fait, mais en tout cas, c'est proche. Ensuite, on en a pas parlé, pardon, mais ça c'est un joli coup. D'ailleurs, Strasbourg vient de faire 0-0 contre Brøndby. C'est dommage. Faudra attendre donc le match retour pour pouvoir se qualifier. Voilà, le gardien de Brøndby a fait un gros match. Strasbourg a pas été mauvais. J'ai regardé le match un petit peu, mais bon, ils sont tombés sur un gardien vraiment, Patrick Penz, un ancien d'ailleurs de Ligue 1, qui a été intéressant. Même s'il faudra faire un plus pour Strasbourg. Greg Reims, il me semble, Penn. Quoi ? Reims. Ouais, gardien de Reims. Ancien gardien de Reims, Penn. Oui, Il était ancien prêté. gardien de Reims. Et c'est Ouais. même le gardien, je crois, de l'Autriche qui était dans les buts autrichiens quand Mbappé s'est fait péter le nez, il me semble. Je veux pas Ouais. dire de bêtises, mais. C'est ça.
Donc voilà, et donc c'est ça. Donc 0-0, donc il faudra qu'il gagne au match retour. Ensuite, il y a donc un accord entre Strasbourg et Brighton pour Giulio Enciso. C'est un très bon ailier de Championship, d'Angleterre. C'est un Paraguayen et il y a un accord pour 15 millions d'euros. Donc c'est un joli coup pour Strasbourg encore une fois, qui va recruter, se renforcer. Mamadou Sangaré, c'est fait, il a signé à Lens, il arrive du Rapid Vienne. Lens est en train de faire le forcing pour Lassine Sinayoko, joueur de l'AJ-Auxerre, qui est aussi proche de Nice. Nice est aussi en pourparleur, mais bon, Lens va peut-être dépasser Nice. Ils auraient envoyé une offre entre 6,5 et 7 millions d'euros. Donc ils accélèrent dans le dossier. Sinayoko qui a plus qu'1 an de contrat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Lens qui va vendre un joueur, Andy Diouf. Il y a accord total entre toutes les parties pour environ 25 millions d'euros. Donc il va filer à l'Inter Milan. Voilà, donc Andy Diouf qui a joué contre nous, qui a failli d'ailleurs marquer si Rémi Descamps n'avait pas fait une très belle parade en deuxième mi-temps. Qui est un joueur très très inconstant avec énormément de talent, mais très inconstant. Et qui a tendance à trop garder le ballon. Voilà, il va signer à l'Inter pour environ 25 millions d'euros. Donc belle vente pour Lens qui devrait, je pense, réinvestir cet argent sur le mercato, notamment sur un attaquant. Alors ça, j'en parle rapidement, mais c'est une rumeur infondée, ça vient d'Espagne. C'est que l'OM, donc vous savez que l'OM a mis Rabiot et Rowe sur la liste des transferts. Ils vont chercher donc un remplaçant à Rabiot. Et il y avait la cible Marc Casado du Barça. C'est une rumeur espagnole, on en parle rapidement, mais bon, j'y crois absolument pas. Donc voilà. Ça aussi, ça va concerner indirectement l'OL, c'est Medina. Medina qui nous avait fait la misère l'année dernière avec Lens. Et ben, faut pas s'inquiéter, il sera pas au Groupama Stadium, il est absent 3 semaines. Il reviendra à la trêve, après la trêve internationale, donc après le match contre l'OM, l'Olympico. Jonathan Rowe, c'est bon, ça va être fait, il va partir à Bologne, 19,5 millions d'euros, et Marseille va garder 10% sur la revente. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est bon. Brest, ils sont en galère. Brest, voilà, ils ont du mal à trouver leur mieux terrain. Ils veulent Joris Chotard de Montpellier, sauf que Montpellier, on demande trop. Alors moi, de ce que je sais, Montpellier, on demande entre 4 et 6. Je trouve pas que c'est une somme énorme, mais bon. En tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Brest n'est pas décidé à aligner cette somme. Voilà, faut qu'ils recrutent au milieu de terrain. Brest, c'est assez compliqué. Voilà, Toulouse, ils ont recruté Julian Vignolo, c'est un jeune Argentin, pour 1,5 million d'euros. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Toulouse qui a énormément de jeunes joueurs argentins, il y a Hidalgo et Vignolo, donc on va voir ce que ça donne. Ça aussi, on en avait parlé, je ne connaissais pas du tout le joueur. Il était dans le viseur d'Aston Villa, c'est Jaidi Canvo. C'est un jeune donc défenseur de 19 ans, un Français. Et ben lui, il n'a pas fait comme Nathan Zézé par exemple. Il a refusé de rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il reste à Toulouse pour l'instant. On va voir s'il va partir dans le mercato. Mais en tout cas, ça peut être un joueur à surveiller s'il ne part pas. 19 ans, il y a déjà des offres sur lui. Défenseur central, pourquoi pas une vraie révélation en Ligue 1. Voilà, l'Ajax, ils sont sur Carlos Soler du PSG. Le PSG est OK pour le vendre. Là, on parle d'un prêt avec une obligation d'achat. J'ai pas le montant, mais en tout cas, voilà, le PSG essaye de s'en débarrasser. Oui, Toulouse, on va peut-être retrouver, je sais pas si vous avez vu ça, mais Gift Orban. Ouais. Parce que Toulouse cherche un attaquant et a activé la piste Gift Orban, pardon, qui joue à Hoffenheim. Voilà. Et Toulouse cherche à se le faire prêter. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord, mais en tout cas, ça discute. Lorient qui a expliqué qu'ils allaient recruter de partout. Ils veulent recruter de partout. Donc un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Voilà, avant le mercato. Il n'y a pas énormément d'argent à Lorient, donc ça va être beaucoup, soit des prêts, soit des joueurs en fin de contrat. Donc on va voir ce que ça donne. Kevin Trapp, qui est donc arrivé au PSC, et on se disait, mais il va être numéro 1, il va être numéro 2, bah finalement il sera numéro 2. Il sera numéro 2. Le coach Stéphane Gilly a expliqué, du PSC, coach du PSC, a expliqué que c'est Nkam Badio, qui est un jeune espoir français, qui sera numéro 1, et Trapp, il sera là pour l'encadrer, tout simplement. Voilà. Il est arrivé pour 1 million d'euros. Rennes, ils cherchent un attaquant, parce qu'ils ont vendu donc Kalimundo, comme on l'a dit il y a quelques jours.
Ils sont sur Brian Brobet. Il y a un accord normalement qui a été trouvé entre Brobet pardon et Rennes. Il faut maintenant trouver un accord avec l'Ajax. Ça devrait se négocier aux alentours des 25 millions d'euros. Et il y a Lille également qui pense à Brobet, mais Rennes est en avance. Et dernière chose, c'est hors mercato. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est Canal+. Canal+ qui en fait a tout fait pour entre guillemets mettre des bâtons dans les roues à Ligue 1+. Voilà, ils ont notamment mis le match de Liverpool-Bournemouth en clair vendredi dernier pour s'opposer à Marseille-Rennes. Et en fait, vu qu'ils voient que maintenant Ligue 1+ marche assez bien, 600 000 abonnés quand même sur le premier week-end, c'est quand même pas mal. Et Canal+ maintenant, voilà, ils veulent trouver un accord. Ils veulent entre guillemets rebrousser chemin et ils veulent trouver un accord pour pouvoir diffuser Ligue 1+. Voilà, notamment un match, peut-être le match du dimanche en co-diffusion avec Ligue 1+. Sauf que Ligue 1+, par la voix de Nicolas de Taverneau, le président de LFP Média, a expliqué que voilà, la chaîne n'était pas ouverte, sachant que Canal a également porté, enfin, il y a également des affaires au tribunal qui sont actuellement en cours entre les deux institutions. Donc voilà, de Taverneau a fermé la porte et Canal se retrouve un petit peu, on va dire, le cul entre deux chaises, si je puis dire, parce que voilà, ils voient que ça marche bien, ils sont pas de la partie. DAZN, Amazon, RMC ont tous soutenu, ont tous un accord avec Ligue 1+, mais pas Canal. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils vont réussir à trouver un accord parce que malgré tout, le fait que Canal revienne dans la course, ça pourrait quand même être bien pour le football français. Et tout le monde pourrait, on va dire, ramer dans le même sens. Mais en tout cas, ils se retrouvent un peu bêtes, Canal, et on verra ça. Et Ligue 1+, je rappelle, le championnat qui reprend demain, avec donc le match d'ouverture de la deuxième journée, c'est PSG Angers, voilà, au Parc. Ok, et nous, on est diffusé sur, vous le savez, mais nous, on est diffusé donc sur Ligue 1+, samedi à 21h05. C'est ça. Notre première historique pour l'OL sur Ligue 1+. On espère que voilà, il y aura des buts et une victoire. Merci Greg pour l'Europe Arena. T'as fait le point sur tout alors, c'est bon? Tout non, parce qu'il y a même d'autres sur choses. L'essentiel, on va dire. Mais l'essentiel, oui, ça fait déjà beaucoup et voilà. De toute façon, ça va bouger sur le mercato, c'est obligé. Les clubs ont bien vendu, faut acheter. Il n'y aura pas des achats monstrueux, mais il faut acheter, donc ça va bouger sur cette dernière semaine, c'est sûr. Ouais. Alors bien sûr, je vois en commentaire. Je sais pas, t'en as parlé ou pas que Lens serait sur Lucas Tassin et puis du coup là il se penche sur Sinayoko. Sinayoko, j'en ai parlé, Tassin, j'en ai pas parlé, j'y crois absolument pas. Ouais, pour ça, mais parce que Saint-Étienne va demander, je pense, pas moins de 20 millions d'euros et Lens n'a pas les moyens. Mais Sinayoko, ouais, j'en ai parlé et ce serait un joli coup. Voilà. Sinayoko qui va jouer vraiment le match. Sinayoko, dernière chose, qui va jouer, comme a dit Christophe Pellissier, l'entraîneur d'Auxerre, le match ce week-end. Il n'a pas fait grève, il s'est entraîné normalement, même s'il veut quitter Auxerre. Il va jouer avec la GIA contre Nice ce week-end. Voilà. Peut-être son dernier. En sachant que si Sinayoko part d'Auxerre, c'est compliqué Auxerre. Parce qu'ils ont perdu Gaëtan Perrin, ils perdent Sinayoko. Ouais, ça va être compliqué. Sinayoko, les gars, vous l'aurez pas pris, vous, à Lyon? Pas assez observé. J'ai du mal à savoir. Parce que c'est un joueur qu'il nous faut à Lyon, un joueur de rotation, un joueur de pivot. Après, c'est pas. Je pense que c'est pas en dessous de 7 millions. Et je sais pas si l'OL. C'est vrai. Est prêt à mettre cet argent, quoi. Mais oui, ça aurait été un coup intéressant. Non, c'était un pari aussi, mais c'est quelqu'un qui connaît la Ligue 1, qui a une expérience, qui peut même peut-être jouer la CAN avec le. Je crois qu'il est malien, il me semble. Je sais pas, il y a de bêtises. Qui peut peut-être jouer la CAN s'il fait une grosse saison. Donc voilà quoi. J'ai vu la patate qu'il a mis contre Lorient en plus. Il est en forme, c'est vrai. Ouais. Il a mis un sacré. Donc on revient un petit peu là sur les commentaires pertinents, notamment soyez nombreux au stade, j'ai pu lire. Voilà, effectivement, les supporters lyonnais. Venez en nombre au stade et sinon, si vous ne pouvez pas, dès samedi, en tout cas, je pense de 17 à 18h, je vais essayer de faire quelque chose, vous proposer quelque chose après-demain sur l'avant-match qui sera fait beaucoup en anticipé par rapport au match, par rapport à l'heure du match, mais j'ai pas d'autre choix. Olivier, ouais. Simplement, alors je sais pas pourquoi, il faudrait rechercher, mais question, info pratique, pour les gens qui savent pas, l'Eurexpo est fermé samedi. Ok.
Ouais. Je vais Donc, lire en voilà. commentaire, mais j'ai pas Dernier, compris. ça va être un peu Ouais. galère. Ok. Greg, que le parking ou les navettes? Bah, je pense que l'Eurexpo est fermé, pour moi c'est tout, donc Donc, voilà. Hmm. Je pense, hein. Je pense aussi. Mais, voilà. Mais bon, l'Eurexpo fermé, je sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir quelque chose, des travaux, j'en sais rien. Une manifestation là-bas, mais en tout cas c'est fermé, donc au hasard des travaux. Hmm. après faut voir. Voilà, donc on va arriver là un petit peu sur la fin. On va quand même regarder les meilleurs auditeurs ce soir. On a Marjolaine qui est largement en tête. Marjolaine, je sais pas si tu fais exprès d'être à chaque fois en tête pour pouvoir mettre le logo au maillot de l'OM tout en haut. En tout cas, les Lyonnais, faut pas se laisser faire, hein, vraiment. Faut reprendre cette première place. Lilian deuxième, félicitations à toi aussi. Harry Lyon également. Mister Antonir très actif ce soir. Paqueta, Juju. Ours Polaire là très régulièrement également. Laurent Gaune, David Chalvig, Sonia, Kevin, Joujou dans le classement. Voilà, donc on se retrouve samedi les gars. N'oubliez pas que l'entière rediffusion de ce live sera retrouvée bien entendu sur YouTube. Et puis voilà, donc je vous souhaite forcément un très bon premier match au Groupama Stadium. Ce qu'on peut souhaiter aux Lyonnais, bien entendu, c'est une deuxième victoire consécutive. Je ne vois aucun scénario dans lequel l'Olympique Lyonnais ne remporte pas ce match. Je suis très 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 confiant. Je pense que même s'il n'y a pas tous les ingrédients, si on a un minimum de qualité, je pense qu'on peut l'emporter. Je pense que ça va être très compliqué pour le FC Metz. En plus, on joue à domicile, on va être poussé par les supporters. Donc voilà, tous derrière l'Olympique Lyonnais. Et voilà un petit, pour ceux qui ne seront pas là, notamment Jojo, qu'est-ce que tu as envie de leur souhaiter aux Lyonnais sur ce match? Moi, je serai là, je serai au stade, hein, bien évidemment. Voilà, hein, moi, je pense que c'est. Je vois une bonne victoire ce soir. Samedi, je vois une bonne victoire de Lyon. Je vois des joueurs nouveaux qui vont se mettre en confiance. J'espère, dont un que je veux voir titulaire, c'est Adam Karabec, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui je pense que c'est le seul joueur qui peut remplacer Noama par rapport à son poste. Donc voilà. Après, moi je pense que Lyon va gagner contre Metz, en sachant en plus de ça, c'est que Metz, franchement, avec tous les départs qu'ils ont eu cet été, Metz ça va être très très compliqué pour se maintenir cette saison. Voilà. Greg, voilà, qu'est-ce que tu leur souhaites à ces Lyonnais là sur ce match? Une victoire qui fasse plaisir au public, pas de blessure aussi, j'aimerais bien pas de blessés. J'aimerais bien aussi retrouver un Nicolas Tagliafico. Alors Fonseca a dit qu'il allait pas jouer énormément, mais j'aimerais bien le retrouver un petit peu parce que ça fait plaisir de le revoir avec le maillot de l'OL. Et puis ouais, une victoire, comme ça on serait premier du championnat ex aequo avec les autres. Et ça serait de très bon augure avant l'Olympico tout simplement. Ouais. Et puis Guigui, alors Guigui, je sais pas si tu seras en stade ou dans l'émission. Ça va dépendre de la SNCF. Je suis censé rentrer samedi dans l'après-midi sur Lyon. Je verrai si je suis à l'heure, je verrai. Il reste quelques places encore pour l'instant. Voilà, très courageux ceux qui font les déplacements, notamment les transports en commun, ceux qui prennent les réseaux pour venir au stade, ceux qui habitent loin également. Il y en a qui font plus de 500-600 km et parfois plus pour voir l'Olympique Lyonnais. Il y en a qui viennent également d'autres pays, ça arrive également. Donc voilà, l'Olympique Lyonnais, c'est une équipe réputée dans le monde entier. Et tout le monde a hâte en tout cas de voir ce que l'OL peut faire sur ce deuxième match qui pourrait lancer les Lyonnais dans un bon esprit de confiance qui pourrait être très sympa pour la suite. Je pense que le FC Metz s'affronter à ce moment-là, il faut vraiment saisir cette occasion. C'est pas que je les sous-estime, c'est que je pense sincèrement que c'est bon pour le calendrier juste avant d'affronter les Marseillais pour essayer de prendre confiance, essayer de mettre son jeu en place correctement. Voilà donc. En sachant, Olive, on peut dire quelque chose, c'est que Lyon n'aime pas les blocs bas. Voilà, on va voir s'ils arrivent à remanier à ça. Voilà, on sait que Lyon a du mal à jouer contre une équipe qui fait bloc bas. Mais on verra si c'est toujours le cas cette saison. Voilà, mais la saison dernière, Lyon avait gagné pas mal de matchs où les équipes faisait bloc bas. Paulo Fonseca, il a réussi à remanier à ça, à mettre sa petite touche personnelle. Voilà. Ouais, il connaît quand même bien la Ligue 1, Paulo Fonseca. Allez, sur le mot de la fin, je propose à Guigui de souhaiter à tous une bonne soirée,
Ouais, non, bah écoute, bah merci à tous les auditeurs qui ont pu participer au live ce soir. Merci pour les commentaires que vous avez pu faire, pour les partages. Bah écoutez, à ceux qui seront dans l'émission avec Olivier samedi avant le match, ou alors au stade, et en espérant effectivement une belle victoire pour faire un 6/6 qu'on n'a pas fait trop souvent ces dernières saisons. Ce serait pas mal de démarrer comme ça. Allez, bisous les goons. Bonne soirée à tout le monde, ciao ciao. Bonne soirée. Ciao.